Plus de 8000 personnes n'ont jamais été retrouvées, ni vivantes ni mortes. Padre Pio, né Francesco Forgione en 1887, fut l'un des religieux les plus célèbres du XXe siècle. Moine capucin, mystique, stigmatisé, il vécut la majeure partie de sa vie au couvent de San Giovanni Rotondo, dans les Pouilles. Mort en 1968, il fut canonisé en 2002 par Jean-Paul II, après une vie remplie de miracles, de bilocations, de guérisons inexpliquées, et de prophéties. Mais ce qui rend le cas de Padre Pio véritablement étrange, c'est que ces manifestations ne se sont pas arrêtées à sa mort. Dès les jours qui suivirent ses funérailles, des pèlerins commencèrent à affirmer avoir vu son visage apparaître dans leur chambre, dans les couloirs du couvent, ou à leur côté à l'hôpital. Certains affirmaient avoir entendu sa voix alors qu'il priait. D'autres rapportaient des odeurs de fleurs dans des lieux clos, un parfum souvent décrit comme celui de Padre Pio qu'il laissait derrière lui durant sa vie lorsqu'il bilocalisait. L'un des cas les plus célèbres est celui d'un médecin de Rome, le docteur Gennaro Bellini, qui déclara en 1971 avoir vu apparaître Padre Pio au pied de son lit, alors qu'il souffrait d'une grave infection pulmonaire. Le religieux lui aurait posé la main sur la poitrine, souri doucement, puis aurait disparu. Le lendemain, l'infection avait totalement disparu. Les examens médicaux, réalisés avant et après, montrèrent une guérison inexplicable, immédiate. À San Giovanni Rotondo, les témoignages se sont accumulés année après année. Un prêtre du sanctuaire, en poste dans les années 1980, racontait qu'un jour, pendant qu'il priait seul dans la crypte, une main gantée se posa sur son épaule. Il se retourna vivement, mais il n'y avait personne. L'air était saturé d'un parfum de lavande, une senteur que de nombreux fidèles associaient à Padre Pio. Ce même prêtre affirma avoir retrouvé sur son aube une trace brunâtre en forme de croix, semblable à une tache de sang séché. Les phénomènes ne se limitaient pas aux visions. Des centaines de fidèles dans le monde entier affirment avoir été guéris d'un cancer, d'une paralysie ou de maladies dégénératives après avoir prié Padre Pio ou rêvé de lui. Dans certains cas, les médecins qui suivaient les patients reconnurent qu'aucune explication scientifique ne pouvait justifier la disparition de la maladie. Plus troublant encore, certains affirment avoir vu Padre Pio dans des lieux où il ne pouvait pas être. Une femme de Buenos Aires déclara avoir vu le moine lui apparaître en rêve, lui disant de passer un scanner pour un mal de ventre anodin. Elle le fit, et on lui découvrit un anévrisme abdominal sur le point de se rompre. Les médecins purent intervenir à temps. Même les religieux de l'ordre des Capucins, d'habitude prudents, ne nient pas ces faits. Beaucoup d'entre eux reconnaissent que des choses inexplicables se produisent autour de Padre Pio. Ils disent que son intervention post-mortem est une preuve de sa sainteté vivante. Il est, pour eux, toujours actif, toujours à l'œuvre. Des caméras de surveillance installées dans la crypte ont parfois capté des lumières flottantes, des anomalies visuelles inexpliquées, et même des voix basses lorsque personne n'était présent dans la salle. Aucun de ces phénomènes n'a pu être reproduit, ni expliqué techniquement. Aujourd'hui encore, chaque année, des milliers de lettres arrivent à San Giovanni Rotondo, adressées à Padre Pio. Des lettres d'espoir, de demande d'aide, de gratitude pour des miracles. Beaucoup disent que le sentir ou le voir ne dépend pas du lieu, ni de l'état d'esprit, mais de l'ouverture du cœur. Et les gardiens du sanctuaire le disent eux-mêmes, à voix basse. Padre Pio n'est pas parti. Il veille. Dans les années 1920, des archéologues explorant des tombes antiques en Sardaigne firent une découverte aussi fascinante qu'inquiétante. Parmi les vestiges humains retrouvés, plusieurs crânes présentaient une déformation anormale. Allongés vers l'arrière, avec un volume crânien inhabituellement élevé, ils ressemblaient davantage à des représentations d'extraterrestres qu'à des Homo sapiens classiques. Certains crânes semblaient même posséder une symétrie trop parfaite pour résulter simplement d'une déformation naturelle ou d'une pathologie connue. Les scientifiques pensèrent d'abord à une pratique rituelle. Dans certaines civilisations anciennes, on déformait volontairement le crâne des nourrissons pour leur donner une forme spécifique à l'âge adulte. Mais cette explication ne suffisait pas à comprendre la régularité, la fréquence et la localisation spécifique de ces crânes en Italie.
Le phénomène n'était pas limité à la Sardaigne. Dans le sud de la péninsule italienne, notamment en Calabre et en Sicile, d'autres crânes similaires furent mis au jour dans des nécropoles antiques. Les premières datations au carbone 14 les placèrent entre 3000 et 1200 ans avant notre ère. Les chercheurs notèrent également que certaines tombes renfermaient des objets métalliques inhabituels, parfois non identifiables, fabriqués avec des alliages qui ne correspondaient à aucune technologie connue à cette époque dans la région. La controverse s'intensifia lorsque certaines de ces découvertes disparurent mystérieusement des musées régionaux ou furent classées sans suite par les autorités. Des chercheurs indépendants avancèrent alors des hypothèses plus audacieuses, allant de civilisations avancées disparues à un contact ancien avec des êtres venus d'ailleurs. Jusqu'à ce jour, aucun consensus scientifique n'a été trouvé. Ces crânes restent l'un des mystères archéologiques les plus étranges d'Italie. Leur simple existence continue de défier les explications conventionnelles, et les sites où ils ont été découverts attirent encore des chercheurs, des curieux et des passionnés d'énigmes historiques. Au cœur des paysages sauvages de la Sardaigne s'élèvent des tours de pierre silencieuses, immobiles depuis des millénaires. Ces constructions, appelées nuraghes, sont au nombre de plus de 7000 sur toute l'île. Hautes parfois de plus de 20 mètres, elles ont été bâties avec une précision remarquable, sans mortier, simplement en empilant d'immenses blocs de pierre taillés avec soin. Le plus célèbre d'entre eux, Sunuraxi de Barumini, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. En l'observant, les archéologues ne peuvent qu'admirer la complexité de sa structure. Il ne s'agit pas seulement d'une tour, mais d'un véritable complexe avec des salles voûtées, des puits, des escaliers en colimaçon et des passages étroits menant vers des chambres souterraines. Ce type d'architecture serait déjà impressionnant aujourd'hui. Pourtant, ces structures datent d'au moins 1500 avant Jésus-Christ, bien avant les constructions romaines ou grecques. Le mystère commence lorsque l'on tente de comprendre à quoi servaient ces édifices. Les théories abondent. Certains pensent qu'il s'agissait de forteresses, d'autres de temples, de lieux d'observation astronomique, voire de résidences royales. Mais aucun texte ancien ne décrit les nuraghes, aucun peuple voisin ne les mentionne, et les Sardes eux-mêmes n'ont gardé aucune légende claire expliquant leur origine. Des chercheurs modernes ont tenté d'y voir un système de communication visuelle à travers les vallées, les tours étant parfois visibles les unes depuis les autres. D'autres ont mesuré l'orientation de certaines structures et ont découvert qu'elles étaient alignées avec précision sur les solstices et les positions d'étoiles majeures, ce qui suggère une connaissance astronomique très avancée. Certains éléments ajoutent encore à l'étrangeté. Des objets retrouvés dans certaines nuraghes, comme des statuettes représentant des figures au casque conique ou des créatures hybrides, ne ressemblent à rien de connu dans le bassin méditerranéen. Des hypothèses marginales évoquent des contacts avec des civilisations venues de très loin, voire d'autres mondes, mais elles restent largement contestées. Ce qui est certain, c'est que la civilisation nuragique a disparu sans laisser d'écrits, sans trace de guerre ou d'invasion brutale. Elle s'est éteinte dans le silence, laissant derrière elle ces géants de pierre muets, veilleurs immuables d'un passé que personne ne comprend vraiment. À quelques kilomètres de Naples, au cœur de la région des Champs Flégréens, se trouve un lieu anciennement redouté autant par les Romains que par les populations locales, la grotte de la Sibylle, également appelée Antre de la Sibylle de Cumes. Ce site énigmatique est situé près de Pozzuoli, dans une zone volcanique instable, où le sol semble respirer, monter et descendre lentement, comme si la terre elle-même vivait. La grotte est étroite, sombre, creusée dans la roche volcanique. Depuis l'Antiquité, elle est entourée de mythes. Les Romains pensaient qu'il s'agissait d'une porte vers l'Hadès, le royaume des morts. Virgile, dans l'Énéide, y fait descendre Énée, guidé par la mystérieuse Sibylle de Cumes, prophétesse capable de prédire l'avenir. Mais au-delà des récits mythologiques, un phénomène bien réel et inquiétant hante les lieux depuis des siècles. À l'intérieur de certaines cavités proches de la grotte, des voyageurs ont rapporté des observations troublantes, des oiseaux tombant du ciel en plein vol, des chiens morts retrouvés sans blessure apparente, des hommes s'évanouissant à quelques mètres de l'entrée, parfois sans jamais se réveiller. Le phénomène semblait aléatoire mais toujours localisé dans une zone précise. Comme si un voile invisible tuait lentement tout ce qui passait à travers lui.
Au XIXe siècle, des chercheurs commencèrent à étudier ces morts inexpliquées. Ils découvrirent que certaines salles de la grotte contenaient des concentrations mortelles de dioxyde de carbone qui s'accumulaient au ras du sol, un gaz inodore et invisible, plus lourd que l'air. Les humains debout pouvaient survivre, mais les petits animaux, plus proches du sol, suffoquaient rapidement. Mais l'explication scientifique ne répondait pas à tout. Les émanations ne suivaient pas un comportement stable. Parfois le gaz était présent, parfois non, sans lien clair avec la température, la pression atmosphérique ou l'activité volcanique. Des expérimentations modernes ont montré que certaines zones émettaient aussi de petites quantités de gaz radioactifs, notamment du radon, en quantités anormales. Encore plus étrange, certaines personnes ayant pénétré la grotte témoignaient de sensations troublantes. Hallucinations auditives, sentiment d'être observé, perte de mémoire brève, vision de silhouettes dans l'obscurité. Des chercheurs pensèrent que la combinaison de gaz toxiques et du manque d'oxygène pouvait provoquer ces effets, mais certains guides locaux parlent encore aujourd'hui de présence invisible qui garderait les lieux. En 2001, un petit groupe de spéléologues expérimentés tenta une exploration prolongée dans les zones profondes de la grotte. L'un d'eux, pourtant bien équipé, fut retrouvé inconscient, sans cause physique apparente. À son réveil, il affirma avoir vu une silhouette féminine vêtue d'un voile, qui lui aurait murmuré une phrase en latin. Le souvenir était confus, mais le ton était menaçant. Les autorités ont restreint l'accès à certaines zones du site, mais les touristes peuvent encore visiter une partie de la grotte, guidés sur des sentiers balisés. Les guides évitent souvent de parler des incidents, préférant évoquer la légende antique de la Sibylle. Et pourtant, la rumeur persiste que sous la roche, quelque chose veille. Quelque chose que ni le dioxyde de carbone ni les mythes anciens ne suffisent à expliquer. Juste au sud de Venise, nichée au milieu des eaux calmes de la lagune, se trouve une île que les pêcheurs contournent en silence, même lorsqu'elle est la voie la plus courte. Son nom est Poveglia. Aujourd'hui fermée au public, envahie par la végétation et le silence, cette île porte l'une des histoires les plus sombres d'Italie. Et l'un des héritages les plus lourds en termes de souffrance humaine. L'histoire de Poveglia remonte à l'époque romaine, mais c'est au XIVe siècle que tout bascula. Lorsque la peste noire ravagea l'Europe, Venise décida d'utiliser l'île comme lieu de quarantaine forcée. Les personnes soupçonnées d'être infectées étaient emmenées de force à Poveglia et abandonnées. Beaucoup n'étaient pas encore malades, mais tous y mouraient. Les cadavres étaient brûlés par centaines, parfois encore à moitié vivants. Des fosses communes furent creusées et des milliers de corps y furent entassés. Au XVIIe siècle, alors qu'une nouvelle vague de peste frappa la région, l'île reprit son rôle de « zone de mort ». On dit qu'au total, plus de 160 000 personnes y auraient été envoyées, parfois sans justification. L'air était saturé de cendres humaines. Même aujourd'hui, le sol de Poveglia est composé, selon certaines analyses, de près de 50% de matière organique humaine. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Au début du XXe siècle, un hôpital psychiatrique y fut construit. À l'époque, la psychiatrie était encore rudimentaire, et l'isolement de l'île permit des pratiques extrêmes, souvent inhumaines. Des patients furent soumis à des électrochocs, des bains glacés et des traitements expérimentaux. L'un des médecins en charge aurait, selon la rumeur, pratiqué des lobotomies sauvages, parfois à vif, sans anesthésie. Les histoires les plus glaçantes concernent ce médecin lui-même. Les patients, bien qu'enfermés, disaient entendre des voix venant des murs. Certains affirmaient voir des ombres sans corps passer dans les couloirs. Le médecin, d'abord sceptique, aurait lui-même commencé à être victime d'hallucinations. Un jour, il monta seul au sommet du clocher de l'hôpital et se jeta dans le vide. Selon le récit d'une infirmière, il aurait hurlé juste avant de tomber, et une silhouette noire aurait été vue derrière lui, sur le rebord de la tour. Depuis, plus personne n'a habité l'île. Les bâtiments sont à l'abandon. Les murs sont couverts de mousse, de symboles gravés à la main, de dessins d'enfants, parfois tracés avec des ongles ou des objets tranchants. Des équipes de télévision et de chasseurs de fantômes ont tenté d'y passer la nuit, mais beaucoup ont fui avant l'aube. Certains ont rapporté des hurlements dans les couloirs, des rires étouffés,
des objets déplacés ou projetés sans raison. Un producteur britannique, venu filmer en 2009 pour une émission sur le paranormal, fut retrouvé tremblant, muré dans le silence, incapable de parler de ce qu'il avait vu. Il annula toute diffusion du reportage. Aujourd'hui, l'île est interdite d'accès. Officiellement pour des raisons de sécurité. Officieusement, parce que personne ne veut plus y aller. Pas même les autorités. Pas même les prêtres. Perché dans les collines boisées de la Ligurie, non loin de Savone, se trouve un petit village du nom de Bormida, calme, modeste, presque effacé du monde moderne. Mais au bout d'un sentier secondaire, à l'orée de la forêt, se dresse une maison abandonnée qui a nourri la peur des habitants pendant des décennies. Construite au milieu du XIXe siècle, cette demeure fut à l'origine un petit manoir rural appartenant à une famille aisée de la région. L'architecture est classique, avec des pierres apparentes, un toit pentu et de larges fenêtres orientées vers la vallée. Mais dès les premières années, des histoires sombres commencèrent à circuler. Des membres de la famille se seraient suicidés à l'intérieur, sans raison apparente. Un enfant se serait noyé dans la citerne du jardin alors qu'il était censé dormir. Une femme aurait disparu dans les bois, son corps jamais retrouvé. Dans les années 1930, la maison fut rachetée par un couple milanais à la recherche de tranquillité. Ils durèrent à peine 3 mois. La femme, prise de crise de panique, affirmait entendre des voix dans les murs la nuit, des pleurs étouffés, et parfois même des grattements derrière les cloisons. Elle disait aussi qu'une silhouette noire, sans visage, apparaissait chaque soir devant le miroir de la chambre. Le couple quitta les lieux précipitamment en pleine nuit, abandonnant leurs meubles et toutes leurs affaires. D'autres tentèrent d'y vivre, mais à chaque fois, les histoires se répétaient. Lumière vacillante, porte qui claque sans vent, odeur de cendre et de sang, et surtout, cette sensation omniprésente d'être observé. Les animaux refusaient d'y entrer. Les chiens hurlaient sans raison à l'approche du portail. Même les plantes du jardin finissaient par mourir étrangement, comme si la terre elle-même refusait la vie. Dans les années 1980, des curieux vinrent y passer la nuit pour chasser des fantômes. L'un d'eux, un jeune homme originaire de Turin, fut retrouvé errant sur une route forestière 2 jours plus tard, couvert de griffures et incapable de dire ce qu'il s'était passé. Il murmura seulement que, elle l'avait appelé par son nom. Il ne s'est jamais complètement remis de cette nuit-là. Plus récemment, en 2016, un promoteur tenta de racheter la maison pour en faire un gîte touristique à sensation. Après quelques travaux de rénovation, les ouvriers commencèrent à rapporter des incidents, outils déplacés, machines qui s'arrêtent seules, bruit de pas à l'étage quand il n'y avait personne. L'un d'eux, un maçon expérimenté, refusa de revenir après avoir vu une silhouette d'enfant debout dans le couloir alors qu'il travaillait seul. Le projet fut abandonné. Aujourd'hui, la maison est à nouveau à l'abandon. Le toit s'affaisse, les fenêtres sont brisées, et les murs se fissurent. Les villageois de Bormida évitent d'en parler. Certains disent qu'elle attire les esprits des morts, d'autres croient qu'elle cache quelque chose sous ses fondations, un ancien cimetière païen, un crime jamais révélé, ou pire encore. Canto di Carogna est un petit hameau côtier en Sicile, dans la province de Messine. À première vue, rien ne distingue ce village d'autres localités de la région, quelques maisons blanches, des rues paisibles, un bord de mer tranquille. Et pourtant, entre 2003 et 2005, Canto devint le théâtre de l'un des phénomènes les plus mystérieux jamais observés en Europe. Un phénomène que même l'armée italienne et la NASA ne purent expliquer totalement. Tout commença en janvier 2004. Un poste de télévision explosa sans raison apparente dans une maison du village. Le lendemain, une cafetière prit feu toute seule. Puis ce furent des matelas, des fils électriques, des appareils électroménagers, des interrupteurs, des tuyaux. Les objets prenaient feu spontanément, sans aucune cause logique. Aucun court-circuit, aucun contact avec des sources de chaleur, rien. Juste des combustions soudaines, parfois sous les yeux même des habitants. Les incendies se multipliaient. Une dizaine de foyers furent touchés.
Une télévision s'enflamma alors qu'elle était débranchée. Une voiture prit feu alors qu'elle était stationnée, fermée, moteur froid. Un frigo explosa de l'intérieur, projetant des morceaux dans toute la pièce. Le plus inquiétant était que les pompiers, appelés en urgence, ne trouvaient jamais d'origine identifiable au feu. Il n'y avait ni gaz, ni fuite, ni surcharge électrique. Les habitants commencèrent à paniquer. Certains quittèrent le village. D'autres parlèrent de malédiction, d'esprit vengeur, ou même d'une punition divine. Un prêtre fut appelé pour bénir les maisons. Il le fit, mais les incendies reprirent dès le lendemain. Devant l'ampleur du phénomène, l'État italien dépêcha sur place des experts en électricité, des scientifiques, des ingénieurs, des représentants de la sécurité civile, et même des agents du service de renseignement militaire. Des capteurs furent installés dans les maisons. Des caméras surveillèrent les lieux jour et nuit. Et malgré cela, les feux continuaient à se déclencher sans aucune main humaine, sans dispositif déclencheur visible. En mars 2004, les autorités évacuèrent temporairement le village. Les maisons furent vidées, les lignes électriques coupées, tout fut mis sous surveillance. Les incendies continuèrent. Pire encore, certains techniciens affirmaient avoir vu des lueurs bleues surgir des murs, des objets se déplacer légèrement, comme poussés par une force invisible. Des notes internes évoquèrent des ondes électromagnétiques anormales, voire des pics d'énergie inexpliqués détectés dans l'atmosphère locale. La situation attira l'attention des médias internationaux. La chaîne CNN envoya une équipe. Des articles parurent dans la presse scientifique et ésotérique. Puis, soudainement, tout s'arrêta à la fin de l'année 2005, sans explication. Les rapports officiels, très prudents, parlèrent de phénomènes liés à des champs électromagnétiques anormaux non identifiés. Aucune cause naturelle, humaine ou technique ne furent tenues. En 2014, les feux réapparurent brièvement. Une enquête criminelle fut lancée. Un homme fut suspecté d'avoir tenté de recréer artificiellement les phénomènes pour faire croire à un retour du poltergeist. Mais rien ne prouva qu'il était lié aux événements initiaux de 2004. Le mystère reste entier. Canto di Carogna demeure, dans les archives italiennes, un cas officiellement classé parmi les phénomènes paranormaux et inexpliqués, étudiés conjointement par des civils et des militaires. Encore aujourd'hui, les habitants évitent de parler de cette période. Beaucoup refusent de revenir vivre dans les maisons touchées. Et certains disent que, quand le vent souffle du nord, on sent encore dans l'air l'odeur étrange de la fumée, sans feu. Le 18 juin 1979, vers 11h30 du matin, Giancarlo Secconi, pilote de chasse dans l'armée de l'air italienne, effectuait un vol d'entraînement de routine à bord de son G-91R au-dessus de Trévise, dans le nord de l'Italie. Ce jour-là, le ciel était dégagé, la visibilité parfaite, et rien ne laissait présager qu'il s'apprêtait à vivre l'un des événements les plus énigmatiques de l'histoire aéronautique italienne. Alors qu'il survolait la base de Istrana, la tour de contrôle l'informa qu'un objet non identifié venait d'apparaître sur le radar à proximité de sa position. L'objet ne répondait à aucun signal d'identification, n'émettait aucune communication, et semblait effectuer des mouvements non conventionnels, alternant entre immobilité totale et accélération soudaine. Secconi, calme mais concentré, reçut l'ordre de l'intercepter. Il changea de cap, monta légèrement en altitude, et se dirigea vers le point indiqué. À son approche, il activa son système de reconnaissance photographique, qui comprenait une caméra haute définition intégrée à l'avion. Lorsqu'il arriva à proximité de la cible, ses instruments signalèrent un contact. Mais, contre toute attente, il ne vit rien à l'œil nu. Devant lui, l'espace était vide. Aucun avion, aucun ballon, aucun drone. Pourtant, la caméra continuait d'enregistrer, et le radar du sol confirmait toujours la présence de l'objet. Secconi tourna autour de la zone à plusieurs reprises. Il maintenait un contact radar clair avec la cible, mais elle restait invisible dans son champ de vision direct. Il décrivit plus tard l'étrange sensation de « chasser un fantôme dans le ciel ». Il tenta une manœuvre d'approche plus directe. À cet instant, la cible disparut instantanément des radars,
sans aucune trace de mouvement de fuite. Aucun signal, aucun écho secondaire, comme si l'objet s'était évaporé dans l'air. De retour à la base, Secconi rapporta sa mission et fit développer les clichés de la caméra embarquée. C'est là que la stupeur gagna les analystes. Sur plusieurs images, on distinguait clairement une forme sombre, ovale, légèrement floue, semblant flotter au-dessus de la couche nuageuse. L'objet, d'environ 2 à 3 mètres de diamètre, n'avait ni aile, ni hélice, ni propulsion visible. Il semblait littéralement absorber la lumière, comme s'il reflétait partiellement son environnement. Une sorte de camouflage optique avancé, qui lui aurait permis de tromper l'œil humain mais pas la caméra ni le radar. L'armée mena une enquête interne. Aucune explication ne fut trouvée. Ni avion espion, ni phénomène météorologique, ni anomalie technique ne pouvaient justifier ce que Secconi avait observé, ou plutôt ce qu'il n'avait pas vu, mais bien enregistré. Les images furent classées, puis partiellement déclassifiées en 1998, mais certains éléments, notamment les bandes radar originales, disparurent mystérieusement des archives officielles. Depuis, l'affaire Secconi est étudiée par les spécialistes d'OVNI comme un cas emblématique de contact radar photo sans contact visuel. Elle alimente les théories sur des technologies de furtivité avancées, voire d'objets d'origine non humaine capables de manipuler la perception visuelle directe. Giancarlo Secconi, resté dans l'armée jusqu'à sa retraite, n'a jamais modifié sa version des faits. Lorsqu'on lui demandait s'il croyait avoir été témoin d'un vaisseau extraterrestre, il répondait simplement « Je n'ai pas vu un ovni. Je l'ai chassé, je l'ai photographié, mais je ne l'ai jamais vu. » Et ça, c'est encore plus effrayant. Dans la nuit du 6 décembre 1978, Pier Fortunato Vanfretta, un agent de sécurité de 26 ans, effectuait une ronde de routine dans la petite commune de Toriglia, près de Gênes, dans le nord de l'Italie. Employé par un service de surveillance privé, il devait simplement vérifier une villa isolée dont le système d'alarme s'était déclenché. Ce qui semblait être une intervention banale allait devenir le début de l'affaire d'enlèvement extraterrestre la plus documentée du pays. Arrivé sur les lieux, Vanfretta constata que la porte de la villa était ouverte. Il sortit de sa voiture, lampe torche à la main, et entra prudemment dans le jardin. C'est alors qu'il vit quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Il affirma plus tard avoir vu une créature gigantesque, mesurant plus de 3 mètres de haut, avec une peau gris verdâtre, des yeux triangulaires jaunes, et des veines visibles sur une tête chauve et globuleuse. Paniqué, il dégaina son arme, mais dit avoir été paralysé par un faisceau de lumière venu d'un objet au-dessus de lui. Il s'évanouit. Quelques minutes plus tard, les autres agents de sécurité tentèrent de le joindre par radio. Il répondit d'une voix agitée, presque méconnaissable, répétant qu'ils étaient en train de l'emmener, qu'il ne pouvait pas bouger. Lorsqu'ils le retrouvèrent une demi-heure plus tard, il était allongé sur le sol, tremblant, son pistolet au sol, et une marque étrange brûlée sur le col de sa veste. Il ne se souvenait plus de rien. Ce n'était que le début. Dans les semaines suivantes, Vanfretta fut victime de crises d'angoisse violentes, de cauchemars récurrents, et d'absences soudaines au cours desquelles il se retrouvait à plusieurs kilomètres de chez lui sans savoir comment il y était arrivé. Sous hypnose, réalisée par des médecins et enregistrée par des experts indépendants, il livra des détails troublants. Il aurait été enlevé à bord d'un vaisseau spatial, maintenu en stase, et soumis à des examens par des créatures qu'il décrivait comme reptiliennes et énormes, venues d'une planète appelée Titania, dans la 3e galaxie. Au total, Vanfretta affirma avoir été enlevé à 11 reprises entre 1978 et 1981. À chaque fois, il décrivait des scénarios cohérents, avec des détails techniques identiques, la salle d'examen, la langue étrange qu'il entendait, les symboles lumineux sur les parois, la sensation de lévitation. À un moment, il affirma que les êtres lui avaient montré un appareil sphérique contenant une forme d'énergie inconnue qu'il souhaitait que l'humanité utilise un jour pour évoluer. Des témoins extérieurs rapportèrent eux aussi des phénomènes troublants. Plusieurs villageois virent des lumières étranges dans le ciel, au moment même où Vanfretta affirmait avoir été enlevé. Des enquêteurs retrouvèrent des empreintes énormes dans la neige à l'endroit de ces disparitions. Des instruments de mesure captèrent parfois des interférences puissantes,
comme si une source d'énergie inhabituelle avait traversé la zone. Le cas attira l'attention nationale. Zanfretta fut interrogé par la télévision, la police, et même par des responsables militaires. Il fut soumis au détecteur de mensonges, qu'il réussit à plusieurs reprises. Les psychiatres qui l'examinèrent conclurent qu'il ne souffrait d'aucune pathologie mentale connue et qu'il semblait sincèrement convaincu de la réalité de ce qu'il avait vécu. Pier Fortunato Zanfretta n'a jamais renié son témoignage. Il a écrit un livre, a accordé de nombreuses interviews, mais n'a jamais tiré de bénéfices financiers de son histoire. Aujourd'hui encore, il reste discret, vivant toujours dans le nord de l'Italie, affirmant que ses expériences l'ont changé pour toujours. L'affaire est aujourd'hui étudiée dans les milieux ufologiques internationaux comme l'un des cas les plus solides d'enlèvement, à la fois pour la quantité de preuves indirectes, la cohérence des récits et la crédibilité du témoin. Et dans la vallée de Toriglia, certains habitants regardent encore le ciel, les soirs de décembre, avec une certaine crainte. Car, selon Zanfretta, les êtres lui ont promis qu'ils reviendraient. À l'ouest de Turin, dominant la plaine du Piémont, se dresse une montagne sombre et majestueuse appelée le mont Musinais. Haute de près de 1150 mètres, elle est visible depuis toute la vallée de Suse. Mais au-delà de son aspect paisible, cette montagne est entourée d'une réputation unique en Italie, celle d'être un lieu chargé d'énergies étranges, de phénomènes inexpliqués, et de manifestations lumineuses inexpliquées. Depuis des siècles, elle est au centre de récits mêlant ésotérisme, ovnis et phénomènes surnaturels. Les premiers mystères du mont Musinais remontent à l'Antiquité. Les Romains évitaient déjà la zone et l'associaient à des lieux de culte druidique. On y a retrouvé des inscriptions celtiques, des cercles de pierre, et même des pierres dressées dont l'origine reste floue. Mais ce n'est qu'à partir des années 1950 que les témoignages deviennent réellement inquiétants. Des habitants des villages alentours rapportèrent avoir vu des colonnes de lumière jaillir du sommet de la montagne, souvent en pleine nuit. Ces lueurs, qui pouvaient durer plusieurs minutes, semblaient tournoyer, s'éteindre, puis réapparaître ailleurs sur la crête. Elles ne correspondaient à aucun phénomène météorologique connu. Aucun orage, aucun reflet de la ville, aucun projecteur. Par temps clair, elles étaient même visibles à des kilomètres. En 1978, l'année même où Pier Fortunato Zanfretta vivait ses propres événements étranges en Ligurie, plusieurs groupes d'observateurs virent une sphère lumineuse blanche stationner pendant près d'une heure au-dessus du mont Musinais, avant de disparaître à une vitesse fulgurante. Certains témoins, dont des policiers, parlèrent d'un « cône de lumière inversé », comme une sorte de projecteur céleste qui émettait vers le sol un rayon translucide, oscillant légèrement, mais sans aucune source visible. Les phénomènes ne s'arrêtèrent pas là. Des randonneurs racontèrent avoir été désorientés, avoir perdu la notion du temps, ou s'être retrouvés à plusieurs centaines de mètres de leur position sans se souvenir du chemin parcouru. Plusieurs cas de compas et montres déréglées, de téléphones qui cessent de fonctionner, et de perturbations magnétiques furent documentés. Certains parlèrent d'hallucinations collectives, d'autres de portails dimensionnels. En 1980, un groupe d'enquêteurs paranormaux monta sur le mont avec des appareils de mesure électromagnétiques. Selon leurs relevés, des pics d'énergie intense étaient détectables à intervalles réguliers, toujours au même endroit, près d'une ancienne croix de pierre. À cet endroit précis, plusieurs témoins affirment avoir vu apparaître des silhouettes sombres, hautes et floues, semblables à des projections en 3 dimensions. Ces apparitions ne duraient que quelques secondes, mais étaient suffisamment nettes pour provoquer la panique. Certains chercheurs amateurs avancèrent que le mont Musinais se situerait à l'intersection de plusieurs lignes telluriques, ces réseaux énergétiques souterrains théorisés par les géobiologues. D'autres y virent un lieu d'observation extraterrestre, voire une base cachée. Plus radicalement, quelques ésotéristes affirmèrent que la montagne dissimulait une porte vers un autre plan de réalité, et que les lumières étaient des projections venues de cet autre monde. En 2011, un randonneur fut retrouvé inconscient dans une cavité à flanc de montagne, sans blessure visible, mais incapable de parler pendant plus de 24 heures. Il disait avoir vu une lumière entrer dans la pierre, avant de tout oublier. Aujourd'hui, la montagne est toujours un lieu de pèlerinage pour les passionnés de mystère. Des groupes montent régulièrement la nuit pour observer les sommets,
guettant les lumières. Parfois ils reviennent bredouilles. Parfois, ils capturent sur leur caméra des éclairs isolés qui surgissent de nulle part, ou des anomalies thermiques inexplicables. Depuis plus de 700 ans, 3 fois par an, une foule silencieuse et fervente se rassemble dans la cathédrale de Naples, devant une petite chapelle richement décorée. Au centre, dans un reliquaire en argent massif, se trouve une ampoule de verre, contenant une substance sombre et coagulée. Il s'agirait du sang de San Gennaro, le saint patron de la ville, mort martyr au IIIe siècle. À chaque célébration, la même question hante les fidèles et les curieux, le sang va-t-il se liquéfier ? Le phénomène, connu sous le nom de miracle de la liquéfaction, survient généralement les 19 septembre, 16 décembre, et le samedi précédant le premier dimanche de mai. À chaque fois, l'ampoule est retirée de son coffre, montrée à la foule, puis secouée légèrement par l'archevêque. Et parfois, sous les yeux de centaines de personnes, la masse sombre coagulée se transforme soudainement en un liquide rouge vif, semblable à du sang frais. Le changement peut se produire en quelques minutes ou après plusieurs heures. Parfois il ne se produit pas du tout. Ce qui rend ce phénomène si mystérieux, c'est qu'il défie toute explication scientifique définitive. Les premières mentions du miracle remontent au XIVe siècle, bien que la tradition soit probablement plus ancienne. Au fil des siècles, des centaines de témoins oculaires, rois, papes, savants et sceptiques ont observé la liquéfaction. Des vidéos modernes montrent le sang qui, d'un instant à l'autre, passe de l'état solide à l'état liquide sans variation de température visible, sans mouvement chimique évident. Dans les années 1980, l'Église autorisa discrètement certains scientifiques à analyser l'ampoule à travers son verre, sans l'ouvrir. Ils confirmèrent qu'elle contenait bien un liquide organique rouge foncé, réagissant à la lumière comme du sang. Mais ils ne purent déterminer avec certitude s'il s'agissait effectivement de sang humain ni expliquer pourquoi il se liquéfiait de façon irrégulière. Aucun mécanisme mécanique ne fut découvert dans le reliquaire. Certaines hypothèses ont été avancées. Des chimistes ont suggéré qu'un composé thixotrope, qui passe de solide à liquide quand on le secoue, pourrait expliquer la transformation. Mais ils n'ont jamais réussi à reproduire ce phénomène avec des matériaux naturels conservés depuis des siècles, ni à expliquer pourquoi la liquéfaction ne fonctionne pas toujours. Ce détail, en effet, accentue le mystère. Lorsqu'elle ne se produit pas, la ville entre dans un état d'inquiétude. Car selon la croyance populaire, l'échec du miracle est un mauvais présage. Et les faits donnent matière à réflexion. En 1980, le sang ne se liquéfia pas. 2 mois plus tard, un tremblement de terre fit des milliers de morts en Campanie. En 1940, l'échec précéda l'entrée de l'Italie dans la guerre. En 2020, au cœur de la pandémie de Covid-19, le miracle échoua à nouveau, pour la première fois depuis des années. Les Napolitains ne considèrent pas le miracle comme une curiosité, mais comme un lien vivant avec leur saint protecteur, et une forme de dialogue mystique avec l'au-delà. Lorsque le sang se liquéfie, des cris de joie retentissent dans la cathédrale. Lorsque rien ne se passe, le silence devient pesant, et beaucoup rentrent chez eux les yeux baissés. Aujourd'hui encore, malgré les tentatives d'explication rationnelle, le miracle de San Gennaro reste un phénomène sans réponse claire. L'Église elle-même ne le qualifie pas officiellement de miracle divin, mais elle le considère comme un fait religieux inexplicable. Et chaque année, les mêmes scènes se répètent. La foule attend. L'archevêque soulève l'ampoule. Tous retiennent leur souffle. Puis soudain, la masse figée commence à bouger, et le rouge profond du sang vivant réapparaît sous les vitraux anciens. Naples respire de nouveau. Dans les catacombes des Capucins de Palerme, en Sicile, reposent plus de 8000 corps momifiés, soigneusement disposés dans des couloirs souterrains. Moines, nobles, médecins, enfants, tous figés dans la mort, certains habillés de leurs plus beaux vêtements. Parmi eux, l'un des corps les plus célèbres et les plus troublants est celui d'une petite fille morte il y a plus d'un siècle, Rosalia Lombardo. Rosalia est morte en 1920, à l'âge de 2 ans, des suites d'une pneumonie. Son père, dévasté par le chagrin, demanda à un embaumeur réputé de Palerme,
à Alfredo Salafia, de faire en sorte que sa fille ne se décompose jamais, qu'elle garde pour l'éternité son visage paisible et doux. Salafia releva le défi. Ce qu'il réussit est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de préservation corporelle. Le corps de Rosalía est parfaitement intact. Elle repose dans un petit cercueil en verre, les mains croisées, les cheveux blonds soigneusement peignés, un ruban jaune pâle autour de la tête. Sa peau est lisse, presque translucide, son visage semble simplement endormi. Elle est souvent surnommée « la belle au bois dormant de Palerme ». Mais ce qui a plongé ce cas dans la légende, c'est un phénomène apparu au fil des décennies, les yeux de Rosalía semblent s'ouvrir et se refermer. À intervalles irréguliers, selon les visiteurs, les gardiens et même certains chercheurs, ses paupières bougent légèrement. Parfois, ses yeux sont totalement fermés. À d'autres moments, deux pupilles gris-bleu deviennent visibles sous ses cils fins. Les photos prises à différents moments montrent clairement ce changement. En comparant les clichés, on observe une ouverture allant de 0 à 45% environ. Aucun autre corps dans les catacombes ne présente un tel comportement. Les explications scientifiques se sont heurtées à des contradictions. Certains experts ont d'abord affirmé qu'il s'agissait d'un effet d'optique, causé par la lumière filtrée à travers les vitraux du sanctuaire. D'autres ont supposé que l'ouverture des paupières pouvait résulter de la contraction des tissus internes liés à l'humidité ambiante. Mais aucune démonstration ne s'est avérée concluante. En 2009, une équipe de chercheurs italiens obtint l'autorisation de scanner le corps de Rosalía. Le scanner révéla que le cerveau était partiellement conservé, ce qui est extrêmement rare dans le cas d'une momification. Les organes internes étaient présents, bien que partiellement déshydratés. Surtout, les paupières étaient intactes, légèrement souples, ce qui permettait mécaniquement un petit mouvement, mais aucune vibration ou déformation extérieure ne semblait en être la cause. Et alors que la science s'épuise à chercher une réponse technique, les croyances populaires, elles, persistent. Les habitants de Palerme disent que Rosalía n'est pas simplement un corps, mais une âme en veille. Certains visiteurs affirment avoir ressenti un frisson, d'autres un regard posé sur eux. Des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants auraient été exaucées après avoir prié devant la vitrine. Le manuscrit d'Alfredo Salafia, longtemps perdu, fut redécouvert en 2007. Il y décrit une formule chimique secrète à base de formol, de zinc, de sel et d'alcool, utilisée uniquement pour Rosalía. Ce procédé n'a jamais été reproduit depuis. Né en 1603 à Copertino, un petit village des Pouilles, Joseph de Sa fut un enfant fragile, maladroit, souvent en retrait. Il n'était ni doué pour les études ni très apprécié dans sa jeunesse. Mais il était profondément pieux. À l'âge adulte, il devint moine franciscain, et c'est alors que sa vie bascula dans une dimension que l'Église elle-même mit des siècles à accepter, il commença à léviter pendant ses extases religieuses. Les premiers cas furent discrets. Alors qu'il priait seul dans sa cellule, certains frères affirmèrent l'avoir vu s'élever à quelques centimètres du sol, les yeux fermés, les bras ouverts. Avec le temps, les épisodes se multiplièrent et devinrent plus spectaculaires. Lors des processions, en présence de dizaines de témoins, Joseph s'élevait à plusieurs mètres, souvent de façon soudaine, comme emporté par une force invisible. Il restait ainsi suspendu quelques instants, les bras en croix, avant de redescendre lentement, le plus souvent inconscient de ce qui venait de se produire. À une époque où de tels événements étaient vus comme des signes de sainteté ou de sorcellerie, l'Église fut prudente. Une enquête canonique officielle fut ouverte. On convoqua des témoins, moines, fidèles, prêtres, évêques. Tous racontèrent la même chose, ils avaient vu le frère Joseph s'élever dans les airs sans aucun appui, sans corde, sans artifice. L'un des témoignages les plus célèbres est celui de la reine Christine de Suède, qui assista en 1653 à une lévitation à Rome, dans la basilique Sainte-Marie. Ce jour-là, selon elle, le moine entra en transe, poussa un cri de ravissement, et s'envola littéralement vers l'autel, à plus de 2 mètres du sol, avant de redescendre, sans effort, en douceur. La reine, impressionnée, déclara n'avoir jamais vu un miracle aussi pur de ses propres yeux. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Le Saint-Office, prudent face à la popularité croissante de Joseph,
l'accusa à demi-mot d'hérésie. On l'isola dans plusieurs couvents, puis dans une cellule gardée. Même enfermé, les lévitations continuaient, parfois au moment de la messe, parfois simplement en entendant le nom de Dieu. Joseph priait avec ferveur, pleurait souvent, et restait humble. Il n'avait aucune explication à ce qui lui arrivait. Selon les archives ecclésiastiques, plus de 70 cas de lévitation furent enregistrés officiellement. Aucun ne fut réfuté. Il s'agissait d'un homme frêle, sans culture scientifique, ne cherchant ni gloire ni argent, et dont le seul désir était de vivre en prière et en silence. L'Église n'y vit finalement ni supercherie ni folie, mais un phénomène mystique authentique, et le béatifia après sa mort. Joseph de Cupertino mourut en 1663, à l'âge de 60 ans. Il fut canonisé en 1767. Aujourd'hui, il est le saint patron des étudiants et des aviateurs, ironie ou hommage aux airs qu'il semble avoir défié toute sa vie. Des chercheurs modernes ont tenté d'expliquer ces lévitations comme des états de transe extrême, provoquant une perte de conscience corporelle, mais personne n'a jamais pu reproduire ce qu'il aurait accompli. Des dizaines de témoins indépendants, au fil des décennies, continuent de garantir qu'ils l'ont vu, de leurs propres yeux, s'élever sans effort au-dessus du sol. Pour certains, Joseph était simplement porté par la foi. Pour d'autres, par quelque chose d'invisible, une force qui échappe encore aujourd'hui aux lois connues de la physique. Nichée entre les Alpes lombardes, la Val Camonica est connue dans le monde entier pour ses incroyables gravures rupestres datant de l'âge du fer, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais cette vallée paisible, à l'apparence intemporelle, est aussi le théâtre d'un phénomène sonore étrange, inexpliqué depuis plusieurs décennies, un bourdonnement profond, sourd, qui semble émaner de la terre elle-même. Les premiers témoignages datent des années 1970. Des habitants commencèrent à se plaindre d'un son continu, à peine audible, mais suffisamment oppressant pour perturber le sommeil. Ils le décrivaient comme un vrombissement grave, semblable à un moteur au ralenti ou à un avion volant à très haute altitude, mais sans qu'aucune source visible ne puisse être identifiée. Ce son n'était pas entendu par tout le monde, ce qui ne faisait que renforcer le mystère. Dans certains hameaux, comme Capodiponte ou Saint-Bergot, le bruit semblait plus intense la nuit, ou pendant les périodes de changement de saison. Des familles entières rapportèrent des maux de tête, des insomnies, des sensations de pression dans les oreilles, voire des nausées. Les médecins locaux ne trouvèrent aucun trouble médical cohérent. Et pourtant, les plaintes se multipliaient. En 1992, un groupe d'ingénieurs et d'acousticiens fut dépêché dans la région. Ils installèrent des capteurs sonores ultrasensibles dans plusieurs zones de la vallée, dans des habitations, des grottes, et même sur les flancs des montagnes. Leurs relevés furent troublants, des fréquences très basses, souvent en dessous du seuil de l'audition humaine normale, étaient bel et bien enregistrés. Ces sons, appelés infrasons, étaient irréguliers, mais bien réels. Le plus étrange, c'est que ces infrasons ne venaient pas du ciel ou de la surface, mais semblaient remonter du sous-sol. Aucune activité sismique, aucune nappe de gaz, aucun équipement industriel ou militaire ne pouvait expliquer leur origine. Et surtout, ces sons semblaient se déplacer, comme s'ils suivaient un chemin invisible à travers la montagne. Les théories commencèrent à circuler. Certains géologues parlèrent d'oscillations tectoniques profondes, liées à des tensions accumulées dans la croûte alpine. D'autres évoquèrent la possibilité de cavernes géothermiques, remplies d'air ou de vapeur sous pression, produisant un effet acoustique naturel. Mais aucun de ces scénarios n'a jamais été confirmé par des études indépendantes. Dans les années 2000, des chercheurs ésotériques s'intéressèrent de près à l'affaire. Ils notèrent que les sons se concentraient près des anciennes zones de gravure rupestre, là où les anciens Camunis laissaient leurs symboles mystérieux, spirales, étoiles, figures humaines dansantes. Certains avancèrent que ces peuples avaient peut-être entendu les mêmes sons, et qu'ils tentaient, à leur façon, de représenter ces vibrations venues des entrailles de la Terre. Des chamans, des moines et même des passionnés de théories anciennes affirmèrent que Val Camonica se trouvait sur un nœud d'énergie tellurique, un croisement entre des lignes de force planétaires, ce qui expliquerait les sons, les troubles physiques, et l'attraction millénaire de la vallée. Une théorie plus audacieuse affirmait même que le son serait un signal,
émis par quelque chose d'enseveli sous la montagne, une structure, un artefact, ou quelque chose de non humain. À ce jour, aucune explication définitive n'a été trouvée. Le phénomène sonore continue d'être signalé à intervalles irréguliers. Les habitants s'y sont habitués, mais ils en parlent toujours à voix basse, comme d'une chose invisible, mais vivante. Le 7 mai 1983, à Rome, une adolescente de 15 ans, Mirella Gregori, quitte son domicile après avoir reçu un mystérieux appel téléphonique. Elle dit à sa mère qu'un ami de l'école souhaite lui parler et qu'elle reviendra dans quelques minutes. Elle descend les escaliers de son immeuble et ne revient jamais. Ce qui aurait pu passer pour une fugue ordinaire s'est rapidement transformé en l'une des disparitions les plus mystérieuses d'Italie, encore plus troublante lorsqu'on la relie à un autre cas survenu quelques semaines plus tard, celui d'Emanuela Orlandi, une autre adolescente romaine, citoyenne du Vatican, disparue dans des circonstances tout aussi énigmatiques. Mirella était une jeune fille calme, sans histoire, issue d'une famille modeste vivant dans un quartier central de Rome. Le jour de sa disparition, elle était de bonne humeur. Aucun conflit familial, aucune situation sentimentale suspecte. Le seul indice, c'est cet appel téléphonique. Selon sa mère, la voix au bout du fil lui avait semblé étrangement grave, peut-être celle d'un adulte, mais la communication fut brève. Dès le lendemain, la police commence à enquêter. Aucun témoin ne l'a vue dans le quartier. Aucun camarade ne dit lui avoir donné rendez-vous. L'école ne sait rien. Les jours passent, puis les semaines, sans aucune piste. Puis, un mois plus tard, Emanuela Orlandi disparaît à son tour, à quelques kilomètres de là. La coïncidence est trop étrange. Les deux filles sont du même âge, vivent dans la même ville, fréquentent des milieux similaires. Et surtout, les deux disparitions sont liées par un même fil invisible, le silence des institutions, en particulier du Vatican. Peu de temps après la disparition d'Emanuela, des appels anonymes commencent à arriver dans les rédactions de journaux romains. Des voix masquées évoquent une « opération de pression » contre le Vatican, en lien avec la libération de Mehmet Ali Aka, l'homme qui avait tenté d'assassiner le pape Jean-Paul II en 1981. Les deux jeunes filles seraient, selon ces messages, des otages politiques, utilisés comme moyen de pression contre l'Église. Mais aucun élément concret ne vient confirmer ces allégations. Les enquêteurs piétinent. Les familles reçoivent peu d'informations. Pire encore, certaines pistes sont étouffées ou ignorées. L'avocat de la famille Gregori affirmera des années plus tard que des documents essentiels ont disparu des dossiers officiels. En 2012, un rebondissement macabre relance l'affaire. Un ancien membre de la mafia italienne affirme que Mirella Gregori aurait été enlevée sur ordre de figures proches du Vatican, dans un contexte de lutte d'influence entre factions internes à l'Église et groupes criminels. Il évoque des réseaux de chantage, de corruption, et des secrets trop dangereux pour être révélés. Aucun des témoignages ne sera confirmé, mais aucun ne sera non plus réfuté de manière satisfaisante. Le plus étrange reste le silence du Vatican. Dans le cas d'Emanuela Orlandi, la presse internationale a longtemps critiqué l'attitude distante et évasive des autorités ecclésiastiques. Pour Mirella Gregori, le silence est encore plus complet. À ce jour, la Cité du Vatican n'a jamais reconnu officiellement un lien, ni avec Mirella, ni entre les deux disparitions. En 2019, la famille Orlandi demanda l'ouverture de 2 tombes dans un cimetière du Vatican, sur la base d'un message anonyme. Les tombes étaient vides. Aucun squelette, aucune trace de cercueil. Juste des pierres, comme si quelqu'un avait vidé les lieux très récemment. Mirella Gregori, elle, n'a jamais été retrouvée. Ni vivante, ni morte. Pas de vêtements, pas d'effets personnels, pas de témoins. Rien. Un effacement total, presque chirurgical. Sa mère, décédée en 2020, a toujours affirmé que sa fille ne serait jamais partie volontairement. Elle a déclaré une fois, dans une interview télévisée, « Je pense qu'elle est entrée dans quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose que personne n'a le courage de nommer. »
Presque 10 ans après les premiers événements étranges de Canto di Caronia, ce petit hameau sicilien fut de nouveau plongé dans l'étrange. En janvier 2014, les incendies spontanés qui avaient terrorisé la population en 2004 revinrent, avec une intensité troublante, comme si le phénomène s'était simplement endormi et réveillé soudainement. Le scénario était presque identique, des objets prenaient feu sans raison apparente. Un canapé se consuma de l'intérieur alors qu'il était neuf et jamais utilisé. Une prise électrique fondit, bien que l'électricité ait été coupée depuis plusieurs jours. Une voiture garée dans une allée, moteur froid, s'enflamma en quelques secondes. Le plus déroutant restait toujours le même, aucun fil électrique, aucune étincelle visible, aucune cause logique. Les habitants, déjà traumatisés par les événements passés, paniquèrent à nouveau. Certains quittèrent définitivement leur maison. D'autres barricadèrent les fenêtres, croyant à une attaque ciblée ou à des actes malveillants. Les autorités locales, cette fois, réagirent plus vite. Une nouvelle enquête d'envergure fut lancée, impliquant les pompiers, la police, l'armée, des physiciens, des géologues et même des spécialistes du renseignement italien. Des caméras thermiques, des capteurs d'ondes, des analyseurs d'air furent installés partout dans le village. Et malgré cette présence technologique massive, les feux continuaient, de manière aléatoire, parfois dans des zones totalement dépourvues d'électricité. L'un des cas les plus étranges fut celui d'un petit tracteur agricole dont le moteur se mit à fondre, sans chaleur externe, alors qu'il n'avait pas bougé depuis des mois. Une autre fois, un robinet en acier inoxydable devint brûlant au toucher, sans aucune source de chaleur dans la maison. Un téléviseur neuf explosa sous les yeux d'un ingénieur chargé de l'analyse, sans explication. Un rapport officiel du département italien de la protection civile concluait que les incendies ne peuvent pas être expliqués par des causes naturelles ou technologiques connues. Un groupe de travail spécial fut alors constitué, et plusieurs documents internes, fuités plus tard à la presse, suggèrent que des phénomènes électromagnétiques puissants, intermittents et d'origine inconnue avaient été détectés à plusieurs reprises au-dessus de la zone de Canto. Plus troublant encore, un document classé confidentiel évoquait la possibilité que le phénomène soit intentionnel, déclenché depuis l'atmosphère ou même l'orbite, via une forme d'arme à énergie dirigée. Cette hypothèse, jamais confirmée, fut soutenue en sous-main par certains militaires italiens, bien que sans preuve publique. Dans un article du Corriere della Sera, un ingénieur ayant participé au relevé déclara anonymement « Ce que j'ai vu à Canto, je ne l'ai jamais observé ailleurs dans ma carrière. Soit la nature nous joue un tour que nous ne comprenons pas, soit quelqu'un, ou quelque chose, expérimente ici quelque chose de bien plus grand que nous. » Les habitants, eux, parlent de malédiction. Ils racontent qu'un ancien puits, scellé depuis des siècles à la lisière du village, serait situé sur une faille énergétique. D'autres croient que la terre sous Canto cache quelque chose, une ancienne structure, un champ d'énergie naturel ou non, qui aurait été réveillé lors de travaux effectués dans les années 2000. Depuis 2015, les phénomènes se sont estompés à nouveau. Mais une tension demeure. Les maisons sont toujours là, les appareils électriques ont été changés, les murs repeints. Et pourtant, dans certaines cuisines, on retrouve encore des traces noircies, des prises brûlées, des horloges arrêtées à des heures impossibles. Les autorités, aujourd'hui, évitent soigneusement de parler de Canto. Et les scientifiques ne s'y rendent plus. À l'extrême sud de l'Italie, là où la mer Adriatique rencontre la mer Ionienne, se trouve Santa Maria di Leuca, une ville balayée par les vents et baignée de lumière. Non loin de là, cachée entre les falaises blanches du littoral des Pouilles, s'ouvre une petite grotte marine accessible uniquement en barque ou à la nage. Cette cavité naturelle, creusée par les vagues depuis des millénaires, est connue depuis l'Antiquité, mais c'est au XIXe siècle qu'elle devint le centre d'une série d'événements étranges et inexpliqués. Tout a commencé avec les récits de pêcheurs, qui racontaient avoir vu des lueurs inexplicables sortir de la grotte au crépuscule. Certains parlaient d'une brume dorée qui se formait à l'intérieur sans aucune source de lumière. D'autres affirmaient avoir entendu des voix étouffées, semblables à des murmures ou des prières, résonner entre les parois rocheuses. Ces sons semblaient provenir des profondeurs, comme si la grotte abritait une présence invisible. Au fil du temps,
des personnes malades commencèrent à visiter le lieu, d'abord par curiosité, puis avec une forme d'espoir. Certaines femmes stériles, des enfants atteints de maladies rares, des vieillards affaiblis, furent amenés à l'intérieur de la grotte, parfois simplement pour y tremper les mains ou s'asperger d'eau de mer. Ce qui suivit étonna les familles, puis les médecins. Dans plusieurs cas, les symptômes diminuaient ou disparaissaient, sans traitement médical. Des guérisons apparemment spontanées commencèrent à être rapportées, toujours liées à un contact physique ou spirituel avec la grotte. Les témoignages se multiplièrent. Une femme paralysée depuis sa jeunesse affirma avoir retrouvé l'usage de ses jambes après avoir été portée dans la grotte pendant une prière. Un enfant atteint d'une forme rare d'asthme sévère retrouva une respiration normale après avoir passé une nuit dans une barque à l'entrée de la cavité. Les cas étaient rares, mais trop nombreux pour être ignorés. Les autorités religieuses, prudentes au départ, envoyèrent discrètement des prêtres sur place pour évaluer les faits. Les géologues étudièrent la composition de la grotte. Ils constatèrent que les parois dégageaient une micro-humidité saline fortement ionisée, mais cela ne pouvait expliquer les phénomènes sonores, lumineux, ni les guérisons inexpliquées. Des chercheurs en acoustique tentèrent d'enregistrer les sons signalés par les visiteurs. Les microphones captèrent des fréquences basses et irrégulières, que certains comparèrent à des chants humains très lointains, bien que la grotte ait été vide lors des enregistrements. La région devint discrètement un lieu de pèlerinage. Aucun panneau ne l'indiquait officiellement, mais les habitants guidaient parfois les plus curieux ou les désespérés jusqu'à l'entrée de la grotte, selon la marée. Le lieu fut baptisé « la grotte des miracles » et devint un sanctuaire officieux pour ceux qui ne trouvaient plus de réponse dans la médecine ou la foi traditionnelle. Ce qui rendait ce phénomène encore plus mystérieux, c'est que les effets bénéfiques ne touchaient pas tout le monde. Certains visiteurs n'y ressentaient rien. D'autres, au contraire, affirmaient être profondément troublés en sortant de la grotte, décrivant une sensation d'éveil intérieur ou de paix absolue, comme si un poids invisible leur avait été enlevé. Un changement, impossible à mesurer, mais qu'ils sentaient dans leur corps. Aujourd'hui encore, la grotte reste difficile d'accès, et sa localisation exacte n'est pas indiquée dans les guides touristiques. Les anciens du village continuent de raconter les mêmes histoires, sans chercher à les embellir. Selon eux, la mer a creusé là un passage vers quelque chose que l'on ne peut pas comprendre. Pas une entité, ni une divinité, mais une présence vivante, une forme d'intelligence calme et ancienne. En février 1995, dans un modeste appartement de Civitavecchia, ville portuaire située à une soixantaine de kilomètres de Rome, un phénomène bouleversa non seulement une famille, mais aussi l'Église catholique tout entière. Une petite statue de la Vierge Marie, mesurant à peine 25 cm et faite de plâtre ordinaire, commença à pleurer des larmes de sang. La statue appartenait à une femme nommée Fabiana Sicalione, une mère de famille pieuse, qu'il avait reçue comme cadeau de son mari après un pèlerinage. Elle était posée simplement sur une étagère dans le salon. Un jour, en s'approchant pour prier, Fabiana remarqua un liquide rougeâtre couler des yeux de la Vierge. D'abord incrédule, elle appela sa famille, puis les voisins. Rapidement, des dizaines de personnes vinrent voir. Le phénomène se répéta plusieurs fois dans les jours suivants. La presse s'en mêla. Les photos de la statue aux yeux ensanglantés firent le tour de l'Italie. Devant l'ampleur de l'émotion publique, l'évêque local, Mgr Grillo, décida de prendre la statue chez lui, pour observer personnellement le phénomène. Lui-même sceptique, il voulait éviter un emballement collectif injustifié. Mais ce qu'il vit le fit changer d'avis pour toujours. Alors qu'il priait en privé, il assista à l'écoulement de sang en direct depuis les yeux de la statue, sous ses yeux, sans que personne ne la touche. Il s'effondra en larmes et déclara que ce qu'il avait vu ne pouvait être qu'un signe divin. L'affaire prit alors une tournure nationale. Le Vatican fut prévenu. Une enquête officielle fut ouverte. Des analyses scientifiques furent commandées sur le liquide prélevé sur la statue. Les résultats révélèrent qu'il s'agissait bien de sang humain, de groupe AB, le même groupe que celui retrouvé sur d'autres reliques chrétiennes controversées comme le suaire de Turin. Aucune seringue, aucun système caché, aucune altération de la statue ne fut découverte. L'objet fut radiographié, démonté,
inspecté sous toutes ses coutures. Il n'y avait aucune cavité ou mécanisme intérieur capable de produire un liquide ou de le stocker. Le mystère s'épaissit encore lorsque l'évêque Gryot, dans un geste rare, décida de témoigner personnellement auprès du Vatican, affirmant qu'il avait vu les larmes couler sans manipulation humaine. Des milliers de pèlerins commencèrent à affluer vers Civitavecchia. Certains affirmèrent avoir ressenti des guérisons, d'autres des conversions soudaines, comme touchés intérieurement par une force inconnue. Mais le Saint-Siège resta extrêmement prudent. L'Église craignait un nouvel engouement basé sur une superstition ou une manipulation non détectée. Une commission de théologiens et de scientifiques fut formée, mais son rapport final ne fut jamais rendu public dans son intégralité. Officiellement, le Vatican ne reconnut ni fraude ni miracle, laissant l'affaire dans un flou ambigu. Plusieurs années plus tard, la statue fut déplacée dans une petite chapelle dédiée, toujours à Civitavecchia. Elle n'a plus pleuré depuis, mais continue d'attirer des fidèles du monde entier. À l'intérieur, le silence est presque absolu. Les visiteurs s'agenouillent devant la Vierge, contemplant son visage calme, ses yeux vides d'humidité, mais toujours empreints d'un poids invisible, comme si quelque chose en elle avait vu et porté une souffrance que personne ne peut mesurer. Le mystère reste entier. Ni la science, ni l'Église, ni les sceptiques n'ont pu donner d'explication convaincante. Et certains croient que la Vierge de Civitavecchia pleure non pour être vue, mais pour avertir, un message muet, dont le sens reste enfoui dans le silence du miracle. Dans les années 1980, un quartier résidentiel de Brindisi, ville portuaire des Pouilles, fut frappé à plusieurs reprises par un phénomène aussi surprenant qu'angoissant, des pluies de pierres tombaient sur les maisons, sans que personne ne puisse en expliquer la provenance. Tout commença par de petits incidents. Une vitre brisée dans une cuisine. Une tôle cabossée sur le toit d'un garage. Puis, de plus en plus fréquemment, les habitants entendirent des bruits sourds et soudains, comme si des projectiles tombaient du ciel. Lorsqu'ils sortaient vérifier, ils trouvaient des cailloux de taille variable, parfois brûlants au toucher, éparpillés sur les terrasses, les voitures, les balcons. Le ciel, pourtant, était dégagé, sans orage, sans vent violent, et surtout, sans aucun immeuble élevé à proximité depuis lequel quelqu'un aurait pu les lancer. Rapidement, plusieurs dizaines de maisons furent touchées dans la même zone. Les autorités locales, perplexes, pensèrent à un canular. Des policiers furent envoyés en observation, mais aucun auteur ne fut jamais aperçu. Les pierres semblaient tomber verticalement, de nulle part, sans trajectoire horizontale identifiable. Les témoignages se recoupaient, pas de silhouette, pas de bruit de pas, simplement la chute soudaine, toujours la même, de petits blocs pierreux frappant les toits, les murs, les volets. Certaines familles furent touchées à plusieurs reprises, comme si elles étaient ciblées. Les pierres parfois pénétraient à l'intérieur des habitations, brisant des objets, des miroirs, des vitres. À mesure que la peur s'installait, les médias locaux commencèrent à couvrir l'affaire, provoquant l'intérêt des chercheurs en parapsychologie et même de quelques scientifiques. Mais personne ne pouvait fournir une explication satisfaisante. Une analyse des pierres montra qu'il s'agissait de roches banales, locales, sans radioactivité ni composants chimiques anormaux. Elles auraient pu provenir des alentours, mais aucun mécanisme de propulsion n'était détectable. Ni fronde, ni lance-pierre, ni catapulte artisanale. Et aucun adolescent ne fut jamais pris en flagrant délit, malgré une surveillance constante. Le phénomène finit par s'estomper, comme il avait commencé, sans raison. Les pluies cessèrent. Les habitants réparèrent leurs maisons. Certains refusèrent d'en parler à nouveau, pensant à une hystérie collective ou à un événement qu'ils préféraient oublier. Mais d'autres furent profondément marqués. Une famille déménagea définitivement. Une femme âgée, persuadée que sa maison était maudite, refusa de vivre dans sa chambre, où la plupart des pierres avaient atterri. Le plus étrange fut peut-être que des phénomènes similaires avaient été signalés, à plus petite échelle, dans d'autres régions d'Italie au cours des décennies précédentes, mais jamais aussi intensément qu'à Brindisi. Certains chercheurs avancèrent l'idée de poltergeist, des manifestations liées à des perturbations psychiques ou émotionnelles extrêmes dans un lieu précis. D'autres parlèrent de micro-phénomènes géologiques, comme des poches de gaz ou des mini-éruptions localisées,
mais rien ne correspondait à la géologie de la région. Aujourd'hui, l'affaire est presque oubliée. Elle n'a jamais été expliquée. Aucun dossier officiel n'a été conclu. Il ne reste que des souvenirs, des photographies floues de cailloux sur des toits, et le silence embarrassé de ceux qui savent ce qu'ils ont vu, mais qui n'ont plus de mots pour l'expliquer. En l'an 79 après Jésus-Christ, une catastrophe apocalyptique frappa la baie de Naples. Le mont Vésuve, jusqu'alors considéré comme une montagne paisible et verdoyante, entra en éruption avec une force inouïe. En quelques heures, les villes de Pompéi, Herculanum et Stabi furent ensevelies sous des nuées ardentes, des cendres volcaniques et des coulées pyroclastiques d'une température suffocante. L'événement fut si soudain que des milliers de personnes périrent instantanément, figées dans leurs dernières actions. Les fouilles entreprises à partir du XVIIIe siècle ont permis de retrouver près de 1500 corps, parfois dans un état de conservation saisissant. Les moulages réalisés dans la cendre ont révélé des expressions de terreur, des corps enlacés, des gestes de fuite interrompus à jamais. Pourtant, les estimations historiques suggèrent que la population totale de Pompéi seule s'élevait à plus de 11 000 habitants au moment de l'éruption. La question obsède les historiens et archéologues, où sont passés les milliers d'autres? Certains avancent qu'une grande partie des habitants auraient eu le temps de fuir la ville après les premiers signes précurseurs, notamment des secousses sismiques survenues dans les jours précédents. Mais les routes étaient limitées, les moyens de transport rudimentaires, et la violence de l'éruption ne semble avoir laissé que peu de chance aux fuyards. Plus intrigant encore, des quartiers entiers de la ville ne contenaient aucun corps. Des zones résidentielles denses, pourtant proches de l'épicentre, ont été retrouvées vides. Aucun squelette, aucune trace de fuite précipitée, pas même les restes d'animaux domestiques. Comme si une partie de la population avait simplement disparu, sans laisser de traces. Certains documents anciens, comme les lettres de Pline le Jeune, décrivent l'éruption en détail, mais n'évoquent pas de phénomène inexplicable. Pourtant, au fil du temps, les récits populaires ont pris le relais de l'histoire. Des témoins médiévaux parlant de « colonnes de feu qui emportaient les âmes » ou de « personnes envolées dans les ténèbres » ont nourri la légende. Au XXe siècle, plusieurs archéologues ont tenté d'étudier les mouvements de population post-éruption. Certains ont repéré des traces de communautés romaines installées dans des zones reculées de la Calabre ou en Sicile peu de temps après 79. Les noms de certaines familles, la présence d'objets pompéiens, la langue employée dans les mosaïques, tout laisse penser à un déplacement massif. Mais rien ne peut expliquer pourquoi aucun document officiel romain ne mentionne l'accueil de plusieurs milliers de réfugiés ni pourquoi tant de corps manquent à l'appel. Plus récemment, des rumeurs ont circulé autour d'une crypte découverte près du mont Latari, contenant des squelettes portant des bijoux pompéiens et des artefacts non catalogués, mais le site a été interdit au public peu de temps après. Enfin, certains ufologues et passionnés d'ésotérisme se sont emparés du mystère. Ils affirment que des témoins de l'époque, oubliés ou censurés par les historiens, auraient parlé de lumières étranges dans le ciel au moment de l'éruption. Une théorie farfelue évoque même une évacuation non humaine d'un groupe de personnes, captées par une force inconnue. Quoi qu'il en soit, la question demeure ouverte. Plus de 8000 personnes n'ont jamais été retrouvées, ni vivantes ni mortes. Dans une catastrophe aussi bien documentée que celle de Pompéi, ce silence est assourdissant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.